La notification bancaire ne se fracasse pas lorsque Mariette Rook l'a fait glisser sur le bar en marbre lors du gala de charité de Los Angeles. Mais son mari Corwin, chef de la mafia tatouée, craint par la moitié de la ville, se fige comme s'il avait vu un fantôme. Le compte occulte, celui qu'il utilisait pour financer le train de vie de luxe de sa maîtresse Fiona Blake dans son penthouse depuis 5 ans, est complètement vide. Mariette a fait don de la totalité des 4,7 millions de dollars à une association caritative pour les victimes du crime organisé. Et maintenant, Corwin s'apprête à découvrir que sa femme, experte comptable judiciaire, ne s'est pas contentée de le prendre en flagrant délit d'infidélité. Elle a déjà 3 coups d'avance pour démanteler son empire tout entier. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, vous êtes les bienvenus sur Empire Stories. Nous construisons une communauté qui refuse d'accepter la négligence et la trahison comme une fatalité. Si vous croyez que les femmes méritent le respect, la loyauté et un amour véritable, et non un contrôle déguisé en protection, abonnez-vous et aidez-nous à atteindre les 10 000 abonnés. Votre soutien nous aide à diffuser ces histoires à ceux qui en ont besoin. Ils méritent mieux, et il est permis de s'en aller. La notification bancaire ne se déchire pas, mais le son de Mariette Rook la faisant glisser sur le bar en marbre est assez sec pour que ce soit tout comme. Corwin ne réagit pas. Il a appris à ne pas montrer de faiblesse. « Tu veux discuter de ça maintenant ?» La voix de Corwin fend le salon VIP du gala de charité de Los Angeles. Basse, contrôlée, dangereuse. Il se tient près de la fontaine de champagne dans son smoking sur mesure, le tissu tendu légèrement sur ses avant-bras tatoués, la mâchoire serrée comme s'il réprimait un grognement. Mariette pose sa pochette avec une précision chirurgicale. « Je veux discuter de la raison pour laquelle le compte occulte est vide. Je gérais les affaires. Tu la gérais, elle. » Silence. Épais, étouffant, lourd de mafia. Les yeux sombres de Corwin se rétrécissent. L'encre grimpe de son col comme de la fumée. Ne commence pas. Le pouls de Mariette se stabilise, non pas pour se soumettre, mais pour cesser de prétendre. 5 ans, Corwin. Je ne commence pas. Je termine. Ses narines se dilatent. Tu te comportes comme une femme au foyer jalouse. Le mot tombe comme un congédiement parce que ce n'est pas un argument. C'est une démonstration de force. Mariette fait un pas vers les portes de la terrasse privée et pointe vers la salle de bal, où leur fils de 8 ans est assis avec la nounou. Des rires légers flottent comme un lointain souvenir de normalité. Il t'a attendu pour son récital hier. Le regard de Corwin se tourne vers la salle de bal pendant une demi-seconde, comme un homme vérifiant une sortie, pas un père vérifiant son enfant. Puis il se tourne à nouveau vers son téléphone. C'est la première trahison de la soirée. Mariette entre dans le salon des dames et verrouille la porte derrière elle. Son reflet lui fait face. Une femme dans une robe de soie ivoire, les cheveux retenus par des pinces en diamant, le maquillage impeccable, une experte comptable judiciaire qui a bâti l'empire légitime derrière lequel se cache son mari criminel. Elle sort son propre téléphone, ouvre le dossier crypté, les transferts bancaires, les sociétés écrans, un paiement récurrent à FB Holdings, Fiona Blake Holdings, totalisant 4,7 millions de dollars sur 5 ans. L'argent provenait de comptes que Mariette elle-même avait structurés, des comptes qu'elle avait conçus pour être intouchables, propres, protégés. Corwin avait utilisé son génie contre elle comme une arme. Ses mains ne tremblent pas. Elles ont cessé de trembler il y a 3 mois, lorsqu'elle a découvert l'anomalie pour la première fois. Ce soir n'est pas une question d'émotion. Ce soir est une question d'exécution. Elle envoie un seul SMS à son avocat. Initié. De retour dans le salon, Corwin est sur son téléphone, faisant les 100 pas près des baies vitrées donnant sur le centre-ville de Los Angeles. La ville s'étend sous lui comme un territoire conquis. « J'ai une réunion tôt demain », dit-il sans la regarder. Fiona revient demain. Mariette s'arrête net. Fiona. Le regard de Corwin remonte, impatient. Elle est consultante sur l'acquisition du nouveau casino, l'accord que j'ai structuré. Sa mâchoire se crispe à peine. La culpabilité y vacille et meurt avant de devenir une excuse.
Elle a des relations dont j'ai besoin. Elle t'a quitté, dit Mariette calmement, sa voix comme de la glace sur de l'eau profonde. 2 ans après notre mariage, elle a disparu en Europe alors que j'étais enceinte. Tu as tellement vrillé que ta propre équipe a cru que tu avais perdu la tête. C'était il y a des années. Et maintenant elle est de retour, continue Mariette. C'est pratique. Les yeux de Corwin se durcissent. Il s'approche, sa domination émanant de lui comme un parfum. Es-tu jalouse? Mariette laisse échapper un rire, court, creux, tranchant comme une lame. Jalouse? Non, Corwin. Je fais un audit. Il pénètre dans son espace vital, sa voix tombant sur ce ton qu'il utilise quand les hommes doivent rentrer dans le rang. Ne rend pas cela plus difficile que nécessaire. Mariette le regarde vraiment, et quelque chose se pose dans sa poitrine, comme une porte de coffre-fort qui se verrouille. Elle se tourne, attrape son étole et se dirige vers l'ascenseur. Derrière elle, la voix de Corwin suit comme un ordre. Mariette. Elle ne se retourne pas. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras. Les portes de l'ascenseur se ferment, l'emprisonnant avec son reflet. Une femme de mafieux en soi de créateur, les yeux trop stables, la bouche trop calme. Une femme qui a cessé de supplier il y a bien longtemps. Dans le garage, son téléphone vibre. Un numéro connu. Elle l'ouvre. Une photo. Corwin et Fiona assis l'un en face de l'autre dans un box privé au Terrazza, le restaurant italien que Corwin n'utilise que lorsqu'il ne veut pas de témoins. La main de Fiona repose sur la table près de la sienne. Sa robe est en soie noire, sur mesure et coûteuse. Horodatage. Ce soir, 18h47, pendant que leur fils dînait seul avec la nounou. Sous la photo, une ligne. Il n'a jamais cessé de financer son train de vie. Les doigts de Mariette s'engourdissent, non pas parce qu'elle est surprise, mais parce qu'elle a enfin fini de faire semblant de l'être. Corwin ne rentre pas à la maison. Mariette se réveille dans un lit vide et écoute un message vocal qu'elle ne veut pas entendre, mais qu'elle écoute quand même en préparant le petit déjeuner. La voix de Corwin est sèche, professionnelle. « Je suis au bureau. Occupe-toi du chèque de don pour le comité du gala. Je rentrerai tard. » Elle le supprime. Verse le café. Ouvre son ordinateur portable sur l'îlot de cuisine. Sur l'écran, dépôt illégal. Horodaté à 23h43 hier soir. Rook contre Rook. Pétition pour dissolution de mariage. Pièce A. Fraude financière et détournement d'actifs matrimoniaux. Son avocat avait fait vite. À présent, la requête pour geler le patrimoine matrimonial est déjà entre les mains d'un juge. D'ici lundi matin, l'accès de Corwin à chaque compte légitime, ceux qui paient ses soldats, font tourner ses entreprises, gardent sa réputation propre, sera verrouillé. Mariette ferme l'ordinateur portable, prend une gorgée de café. Elle a maintenant 3 objectifs. 1. Séparer ses actifs propres de son argent sale avant que les fédéraux ne frappent à la porte. 2. S'assurer qu'elle s'en aille libre et non comme complice. 3. S'assurer que Corwin comprenne exactement ce qu'il a perdu. Elle prend son téléphone, fait défiler jusqu'à un contact enregistré sous bouclier juridique. Appuie sur appeler. Une voix de femme répond. « Mariette, je t'attendais. J'ai besoin que le grand livre noir soit authentifié, » dit Mariette. « Et j'en ai besoin pour hier. Déjà fait. C'est béton. » Mariette expire. Le grand livre noir. 5 ans de transactions occultes de Corwin, méticuleusement documentées. Chaque société écran. Chaque pot de vin. Chaque dollar versé à Fiona Blake. L'assurance qu'elle avait construite depuis le jour où elle avait trouvé le premier paiement irrégulier. « Bien, » dit Mariette, « parce que quand ce sera fini, je veux qu'il sache que ce n'était pas de la chance, c'était des mathématiques. » Elle raccroche, finit son café et attend que l'empire s'écroule. 3 mois plus tôt, Mariette était assise à cet endroit précis, l'îlot de cuisine de leur domaine de Malibu, quand les chiffres ont cessé d'avoir du sens. C'était un mardi. Corwin était à San Diego pour rencontrer les autorités portuaires. Du moins, c'est ce qu'il avait dit. Leur fils était à une soirée pyjama. La maison était silencieuse, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur Sub-Zero et des clics légers du clavier de Mariette.
Elle ne cherchait rien. C'était là toute l'ironie. Elle préparait le rapport trimestriel pour Rook Enterprises, la société de développement immobilier légitime qui servait de visage propre à l'empire de Corwin. Acquisitions immobilières, condos de luxe, baux commerciaux. Tout était légal, tout était imposable. Tout était méticuleusement documenté par Mariette elle-même. Mais lorsqu'elle a passé les rapports de dépenses dans son logiciel d'audit standard, quelque chose a déclenché son instinct. Le logiciel a signalé une anomalie dans les frais de consultation. Des paiements qui semblaient normaux à première vue, mais qui semblaient suspects dans leur ensemble. Mariette s'est penchée plus près de l'écran. Les paiements étaient répartis sur plusieurs comptes, toujours inférieurs à 10 000 $ pour éviter les exigences de déclaration fédérale. Malin, presque invisible. Mais la fréquence la dérangeait. Elle a ouvert un outil de visualisation de données et a cartographié les montants des paiements sur une période de 12 mois. Puis elle a appliqué la loi de Benford. La plupart des gens ignorent que les chiffres d'origine naturelle suivent un schéma prévisible. Dans tout ensemble de données légitimes, déclaration de revenus, statistiques démographiques, registres financiers. Le premier chiffre est bien plus susceptible d'être un 1 qu'un 9. C'est ce qu'on appelle la loi de Benford, un principe mathématique que les comptables judiciaires utilisent pour détecter les données fabriquées. Quand les humains inventent des chiffres, ils les distribuent de manière trop uniforme. La nature ne fonctionne pas ainsi. Mariette a effectué le test sur les paiements de consultation. La distribution était plate, parfaitement, outrageusement plate. Chaque chiffre de 1 à 9 apparaissait avec une fréquence presque identique en première position. Ces chiffres n'étaient pas organiques. Quelqu'un les avait fabriqués pour qu'ils aient l'air aléatoires. Son pouls s'est accéléré. Elle a isolé les codes de compte et les a tracés à rebours dans le grand livre. Les paiements provenaient tous d'une société holding qu'elle avait créée il y a 2 ans, conçue pour gérer les excédents de trésorerie de projets légitimes. Mais l'entité réceptrice ne lui était pas familière. F.B. Holdings, LLC. Elle a effectué une recherche sur la société. F.B. Holdings était enregistrée au Delaware, une société fantôme sans employés, sans bureau, sans site web. L'agent enregistré était un cabinet d'avocats que Corwin avait déjà utilisé pour des transactions discrètes. Les mains de Mariette planaient sur le clavier. Elle pourrait s'arrêter là, prétendre n'avoir rien vu, retourner au rapport trimestriel et laisser cette anomalie se dissoudre dans le bruit de fond de la gestion de l'Empire. Au lieu de cela, elle a ouvert un navigateur sécurisé et a accédé au relevé bancaire de F.B. Holdings. Le compte était actif depuis 5 ans. Dépôt mensuel allant de 60 000 à 120 000 $. Total transféré, 4,7 millions de $. Les transactions sortantes dressaient un portrait qu'elle ne voulait pas voir. Paiement de loyer pour un penthouse à West Hollywood. Dépenses chez Neiman Marcus, Cartier, Nobu. Un paiement récurrent à un service de location de jet privé. Un autre pour la location d'une voiture de luxe au nom de Fiona Blake. Mariette s'est redressée, l'air quittant ses poumons dans une expiration lente et contrôlée. Fiona Blake, la femme dont Corwin jurait qu'elle avait été une erreur. Un bref écart avant que leur mariage ne se consolide. La femme qui était censée avoir disparu en Europe sans jamais regarder en arrière. Elle n'avait pas disparu. Elle avait été payée pour rester silencieuse. Et Mariette avait, sans le savoir, bâti l'infrastructure financière qui finançait tout cela. La trahison n'était pas seulement romantique, elle était architecturale. Corwin avait pris les systèmes que Mariette avait conçus pour protéger l'avenir de leur famille et les avait détournés pour en faire un monument à sa tromperie. Il avait utilisé son génie comme une arme contre elle. Mariette a fermé l'ordinateur portable, s'est versé un verre de vin, a contemplé l'océan Pacifique, s'étendant sombre et infini au-delà des baies vitrées. Elle n'a pas pleuré, ne l'a pas appelé, n'a pas crié. Elle a ouvert un nouveau dossier sur son bureau et l'a nommé « Audit silencieux ». Puis, elle s'est mise au travail. Corwin a poussé la porte du penthouse de Fiona à West Hollywood en utilisant la clé qu'elle lui avait fait faire 3 ans auparavant.
L'endroit sentait comme elle, le jasmin et le vin coûteux. Et les baies vitrées encadraient les lumières de la ville comme une vitrine de trophées personnels. « Tu es en retard », a lancé Fiona depuis le balcon, sa voix portant cette pointe d'agacement ludique qu'il trouvait autrefois charmante. Il la trouva étendue sur une chaise longue, dans un peignoir de soie, qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Une bouteille de Dom Pérignon suait dans un seau à glace à côté d'elle. À Moonlight, elle ne leva pas les yeux de son téléphone. « Je gérais des affaires », a dit Corwin, desserrant sa cravate. « Tu gères toujours des affaires. » Fiona finit par le regarder, ses yeux verts acérés sous des cheveux auburn parfaitement coiffés. « Quand est-ce que tu vas nous gérer, nous ?» Corwin se versa un verre de champagne et s'appuya contre la rambarde. Sous eux, Los Angeles vibrait de vie. Des voitures, des lumières, des gens qui ne connaissaient pas son nom mais qui s'écarteraient s'ils le savaient. « Nous en avons parlé », a-t-il dit prudemment. « Non, tu en as parlé. » Fiona se redressa, le peignoir glissant sur une épaule d'une manière qui était définitivement calculée. « J'en ai assez d'être ton secret, Corwin. 5 ans à me cacher pendant que tu joues à la famille heureuse avec ta femme comptable. Mariette est plus que... Je me fiche de ce qu'est Mariette. » Fiona se leva, traversant la pièce vers lui avec une grâce délibérée. « Ce qui m'importe, c'est que j'ai 34 ans, que je vis dans un penthouse que tu paies, que je conduis une voiture que tu loues, que je porte des bijoux que tu achètes, et je ne peux même pas poster une photo de nous ensemble. Sais-tu ce que l'on ressent ?» Corwin vida son verre. Cette conversation devenait plus fréquente, plus exigeante. Fiona avait été facile au début, reconnaissante pour l'appartement, la pension, le train de vie. Quelque part en chemin, la gratitude s'était transformée en exigence. « Tu as tout ce dont tu as besoin, » a-t-il dit. « J'ai tout ce que tu me donnes. Ce n'est pas la même chose que de t'avoir, toi. » Elle traça un doigt sur son torse, son toucher étant à la fois familier et transactionnel. Corwin avait bâti un empire sur la compréhension du levier, et il le reconnaissait maintenant dans la façon dont Fiona le regardait. Elle n'était pas amoureuse, elle était investie. « Ce n'est pas le bon moment, » a dit Corwin. « Ce n'est jamais le bon moment. » Fiona recula, les bras croisés. « Tu sais ce que je pense ? Je pense que tu aimes avoir les deux. La femme respectable qui te donne l'air légitime, et moi, celle qui te fait te sentir vivant. » Elle n'avait pas tort. Mariette représentait la structure, l'héritage, le vernis propre dont son entreprise avait besoin. Fiona représentait l'évasion, l'indulgence, le rappel qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait. « J'ai besoin de plus de temps, » a dit Corwin. « Combien de plus ?» La voix de Fiona s'est faite plus tranchante. « Parce que j'ai été très patiente, Corwin. Très discrète. Mais la discrétion a un prix, et il ne cesse de grimper. » C'était là. La vraie conversation sous la conversation. Corwin l'étudia. Le peignoir de créateur, les ongles manucurés, le botox subtil qui lui permettait d'avoir l'air d'avoir perpétuellement 28 ans. Il avait créé cela. Chaque luxe, chaque attente, chaque demande capricieuse. Les enquêteurs fédéraux adoraient dans les cas comme celui-ci. Ils ne pouvaient pas toujours prouver d'où venait l'argent sale, mais ils pouvaient suivre où il allait. Une femme sans revenu déclarée vivant dans un penthouse à $1 million, conduisant une Maserati, dépensant $50 000 par an chez Cartier. C'était un signal d'alarme visible depuis l'espace. L'inflation du train de vie n'était pas seulement une question de dépenses au-dessus de ses moyens. C'était dépenser au-dessus de ses moyens visibles. L'écart entre ce que quelqu'un gagnait sur le papier et ce qu'il dépensait réellement était l'endroit où les enquêteurs trouvaient leurs preuves. La vie de Fiona était le rêve d'un expert comptable judiciaire et le cauchemar potentiel de Corwin. Mais il avait été prudent. Les paiements étaient structurés, blanchis par la société holding que Mariette elle-même avait mise en place. Intraçable, propre. « Je m'en occupe », a dit Corwin, attirant Fiona contre lui. « Fais-moi confiance. » Elle se fondit contre lui, son doute se dissolvant dans le rythme familier de leur arrangement. Corwin embrassa son front, préparant déjà sa sortie. Il pouvait gérer cela. Il avait géré pire.
Mariette ne le saurait jamais. Et Fiona finirait par accepter son rôle. Il avait tout sous contrôle. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mariette souriait à la table du petit déjeuner pendant que Corwin faisait défiler son téléphone. Inconscient. Elle avait perfectionné ce sourire au cours des 6 dernières semaines. Assez chaleureux pour éviter les soupçons. Assez vide pour n'exiger aucune émotion réelle. « Encore du café ?» demanda-t-elle, tendant déjà la main vers la cafetière à piston. « C'est bon. » Corwin ne leva pas les yeux. « J'ai des réunions consécutives jusqu'à 7 heures. Ne m'attends pas. Bien sûr que non. » Elle remplit sa propre tasse, notant l'heure sur sa montre. La Patek Philippe qu'elle lui avait offerte pour leur 5e anniversaire. « Seras-tu là pour le match de Julien samedi ?» « Je vais essayer. » La même réponse qu'il avait donnée pour les 3 derniers matchs. Mariette hocha la tête et débarrassa les assiettes, pendant que Corwin prenait ses clés et partait sans l'embrasser pour lui dire au revoir. Cette habitude avait cessé il y a 2 mois. Elle l'avait remarqué. Elle remarquait tout maintenant. Dès que sa Bentley quitta l'allée, Mariette bougea. Elle alla droit au bureau de Corwin. Une pièce qu'elle avait conçue elle-même avec des étagères sur mesure et un coffre-fort mural dont elle connaissait la combinaison parce qu'elle l'avait regardé l'ouvrir des centaines de fois. Les hommes comme Corwin croyaient au schéma, à la mémoire musculaire. Ils n'avaient jamais changé le code. À l'intérieur du coffre, des documents d'entreprise, des titres de propriété, des relevés de comptes offshore et un grand livre en cuir que Corwin tenait encore à la main pour les transactions qu'il ne voulait pas numériser. Mariette photographia chaque page avec son téléphone, la caméra haute résolution, capturant même la plus petite notation. Puis, elle remit tout soigneusement exactement là où elle l'avait trouvé et réinitialisa le coffre-fort. Dans la cuisine, elle passa chaque document dans le scanner qu'elle avait acheté spécifiquement à cet effet. Un appareil sans connectivité sans fil, sans stockage cloud, rien qui puisse laisser une trace numérique. Les pages ressortaient sous forme de PDF net sur un disque dur crypté qu'elle gardait caché à l'intérieur d'un livre de cuisine évidé. À midi, elle avait 5 ans de preuves. À 13 heures, elle était assise face à Diane Castillo, l'avocate qu'elle avait choisie spécifiquement parce qu'elle n'avait jamais représenté personne dans l'entourage de Corwin. Le bureau de Diane surplombait Century City, tout en verre, en acier et en discrétion. Elle étala les documents de Mariette sur la table de conférence comme un chirurgien examinant des radiographies. « C'est complet », dit finalement Diane, « et accablant. »« Pour lui ou pour moi ?» demanda Mariette. Diane leva les yeux. « C'est toute la question, n'est-ce pas ?» Elle ouvrit une présentation numérique sur l'écran derrière elle. « La Californie est un état de communauté de biens. Cela signifie que tout ce qui est acquis pendant le mariage appartient à parts égales aux 2 conjoints. Votre revenu, son revenu, la maison, les voitures, les comptes d'investissement. Tout cela est considéré comme possédé conjointement. Mariette le savait déjà. Elle avait structuré leurs finances en conséquence. Mais Diane continua. Le problème est le mélange des fonds. Votre mari a utilisé des comptes commerciaux légitimes, des comptes que vous gériez, pour financer une relation illicite. Il a fait circuler de l'argent sale par des canaux propres, ce qui signifie que si le gouvernement fédéral décide d'enquêter, ils ne saisissent pas seulement ses actifs à lui. Ils saisissent les actifs matrimoniaux, y compris les vôtres. Les mots tombèrent comme un diagnostic. Mariette garda une expression neutre. « Comment puis-je me protéger ?»« L'allègement pour conjoint innocent, » dit Diane. « C'est une disposition de l'IRS, mais elle s'applique aussi aux cas de confiscation criminelle. Vous devez prouver 3 choses. 1. Vous ne connaissiez pas l'activité illégale. 2. Vous n'aviez aucune raison de le savoir. Et 3. Vous tenir pour responsable serait inéquitable. »« Mais je savais, » dit Mariette calmement. « Du moins ces 3 derniers mois. Alors nous avons une fenêtre étroite. » Diane se pencha en avant. « Vous devez demander le divorce immédiatement et établir une chronologie claire montrant que vous avez agi dès que vous avez découvert la fraude. Chaque jour que vous attendez, chaque transaction qui a lieu pendant que vous restez silencieuse, renforce l'argument selon lequel vous étiez complice. » Mariette fixa les documents étalés devant elle.
l'architecture de sa propre destruction potentielle. Et si je peux prouver que je rassemblais des preuves pour le dénoncer? Diane sourit, de manière vive et approbatrice. Alors vous ne faites pas que vous protéger, vous coopérez. Et la coopération est la meilleure police d'assurance que vous puissiez acheter. Mariette hocha lentement la tête. À quelle vitesse pouvez-vous déposer la demande? À quelle vitesse pouvez-vous être prête à partir? Mariette pensa aux promesses vides de Corwin, aux pentous de Fiona, aux mensonges de 5 ans construits sur sa propre expertise. « Je suis prête depuis des semaines, » dit-elle. « J'avais juste besoin de savoir que je ne sombrerais pas avec lui. » Diane ouvrit son ordinateur portable. « Alors assurons-nous que ce ne soit pas le cas. » Corwin était assis dans son bureau du centre-ville à minuit. La ville s'étendait sous lui comme un plateau de jeu. Sur son bureau, les papiers d'incorporation pour une nouvelle entité, Cascade Holdings Limited, enregistrée aux îles Caïmans. Son avocat avait accéléré le dépôt. Au matin, l'entreprise existerait juridiquement sous tous les rapports tout en restant invisible sur tous les plans pratiques. Il avait été négligent avec FB Holdings. Trop de transactions. Trop de schémas répétitifs. Les demandes croissantes de Fiona signifiaient des transferts plus importants. Et des transferts plus importants signifiaient un risque accru. Il était temps de créer un nouveau véhicule, quelque chose de plus propre, quelque chose que Mariette ne penserait jamais à chercher. Le compte serait simple. Cascade Holdings détiendrait un seul actif, un yacht de luxe qui n'existait que sur le papier, générant des frais de gestion qui justifieraient des transferts de fonds mensuels à Fiona. La beauté des sociétés écrans résidait dans leur vacuité. Pas d'employés, pas d'inventaire, pas de véritables opérations commerciales. Juste une fiction juridique capable de détenir de l'argent, de signer des contrats et de protéger la personne qui la contrôle contre toute responsabilité. Corwin signa les documents d'incorporation et les scanna à son avocat. Puis il initia un virement bancaire depuis l'un des comptes d'investissement étrangers de Rook Enterprises, $200 000 pour financer le solde d'ouverture de Cascade. Il se rassiste dans son fauteuil en cuir, satisfait. Mariette ne tracerait jamais cela. Elle était brillante avec les comptes opérationnels, mais les structures offshore étaient en son domaine à lui. Elle n'avait même pas accès à ces systèmes. Ce que Corwin ignorait, c'est que Mariette avait installé un logiciel enregistreur de frappe, Keylogger, sur son ordinateur de bureau 6 semaines auparavant, lors d'une visite nocturne pendant qu'il voyageait. Chaque mot de passe, chaque transaction, chaque document qu'il touchait. Elle voyait tout, horodaté et archivé. Au moment où Corwin rentra chez lui à 2 heures du matin, Mariette avait déjà 3 coups d'avance. Elle était assise dans leur bureau à domicile, les écrans brillant doucement dans l'obscurité, regardant le virement bancaire se finaliser en temps réel. Cascade Holdings Limited. Elle effectua une recherche sur la société et trouva exactement ce à quoi elle s'attendait. Une entité creuse avec Corwin, listée comme seul administrateur, sans but commercial légitime, et un capital qui avait été siphonné d'une entreprise dont elle était copropriétaire. Mariette ouvrit un nouveau document et commença à taper des notes pour Diane. Les sociétés écrans n'étaient pas illégales. Les gens riches les utilisaient à des fins légitimes, vie privée, efficacité fiscale, planification successorale. Mais elles devenaient illégales lorsqu'elles servaient à cacher des actifs, à éluder l'impôt ou à blanchir de l'argent. Le concept juridique clé était ce qu'on appelait la levée du voile corporatif, piercing the corporate veil. En théorie, une société existait en tant que personne morale distincte, protégeant ses propriétaires de toute responsabilité personnelle. Mais les tribunaux pouvaient lever ce voile et tenir le propriétaire personnellement responsable si l'entreprise n'était qu'un alter ego, une marionnette contrôlée par le propriétaire à des fins personnelles plutôt qu'à des fins commerciales légitimes. Mariette documenta tout. Corwin était le seul administrateur. Il avait financé l'entreprise avec des biens matrimoniaux. L'entreprise n'avait pas d'employés, pas de plan d'affaires, pas de flux de revenus légitimes. Et, plus accablant encore, le premier transfert sortant de Cascade Holdings irait inévitablement vers les comptes de Fiona,
prouvant que toute la structure n'existait que pour soutirer de l'argent à sa maîtresse. Ce n'était pas une entreprise, c'était une tirelire avec un sceau corporatif. Elle prit des captures d'écran des documents d'incorporation, du virement bancaire et de la structure du compte. Puis elle rédigea un email à Diane avec un objet qui la fit sourire sombrement. Dossier de preuve 4, nouvelle entité écran. Mais Mariette ne se contenta pas de documenter. Elle agit. En utilisant l'accès administratif qu'elle détenait toujours sur les systèmes bancaires de Rook Enterprises, un accès que Corwin n'avait jamais pensé à révoquer. Elle signala le transfert comme étant en attente de révision et soumit une alerte interne pour fraude. Le signalement déclencherait un blocage de conformité, gelant tout transfert ultérieur de ce compte pendant 72 heures, le temps que la banque enquête. Corwin y verrait une mesure de sécurité de routine. Au moment où il réaliserait ce qui s'était passé, la fenêtre pour déplacer plus d'argent serait fermée. Mariette envoya l'email à Diane et ferma son ordinateur portable. Elle se versa un verre de vin et se dirigea vers la chambre où Corwin dormait déjà, son téléphone en charge sur la table de nuit. Elle resta sur le seuil à l'observer. Il avait l'air paisible, presque innocent dans son sommeil. Un homme qui se croyait intouchable, persuadé que son pouvoir et sa ruse le garderaient toujours avec 3 coups d'avance. Il n'avait aucune idée qu'il jouait aux échecs contre quelqu'un qui avait déjà vu l'intégralité de l'échiquier. Mariette finit son vin, posa le verre sur la commode et se glissa dans le lit à ses côtés. Demain, elle continuerait à démanteler son empire. Ce soir, elle le laisserait dormir. Le murmure commença à l'entrée du salon, V, IP, et se propagea vers l'extérieur, comme une pierre jetée dans une eau calme. Mariette l'entendit avant d'en voir la cause. Le changement dans la conversation, le pivotement subtil des têtes, l'inspiration collective qui signalait que quelqu'un qui ne devrait pas être là venait d'arriver. Fiona Blake se tenait sur le seuil, vêtue d'une robe cramoisie qui coûtait probablement 40 000 $. Ses cheveux auburn cascadant sur ses épaules nues, des diamants scintillant à sa gorge. Elle n'avait pas l'air hésitante ou déplacée. Elle avait l'air de posséder les lieux. La main de Mariette se crispa sur sa flûte de champagne, mais son expression resta parfaitement neutre. De l'autre côté du salon, Corwin s'était complètement figé, ses yeux sombres fixés sur Fiona avec un mélange de fureur et de panique. Fiona sourit et marcha droit vers eux. « Corwin, » dit-elle chaleureusement, comme s'ils s'étaient croisés dans un café. « J'ai entendu parler du gala et j'ai pensé venir soutenir la cause. L'alphabétisation des enfants est tellement importante, ne trouves-tu pas ?» L'audace était à couper le souffle. Mariette regarda la mâchoire de Corwin se crisper, le regarda calculer ses options en temps réel. Nier la connaître? Faire une scène? Prétendre que c'était normal? « Fiona, » dit-il prudemment, « je ne savais pas que tu étais en ville. » Décision de dernière minute. Le regard de Fiona glissa vers Mariette. « Vous devez être Mariette. J'ai tellement entendu parler de vous. » Mariette sourit, ce même sourire qu'elle avait perfectionné pendant des semaines de simulacre. « J'ai peur que vous ayez l'avantage sur moi. Corwin ne vous a pas mentionné du tout. » Le mensonge tomba net. Le sourire de Fiona vacilla une fraction de seconde, assez longtemps pour que Mariette voie la faille dans sa confiance. « Nous sommes de vieux amis, » se rattrapa Fiona, d'avant que Corwin ne se range. « Comme c'est charmant que de vieux amis puissent renouer ainsi, » dit Mariette. Elle posa son champagne et se tourna vers Corwin. « Je vais aller voir Julian. La nounou a envoyé un message disant qu'il a du mal à dormir. » C'était faux, mais cela lui offrait une sortie qui paraissait maternelle plutôt que faible. « Mariette ?» Corwin chercha à lui prendre le bras, mais elle était déjà en mouvement. Elle sortit du salon VIP la tête haute, consciente des yeux qui la suivaient, consciente des chuchotements qui commenceraient dès qu'elle serait hors de portée de voix. Les femmes du monde n'étaient pas censées laisser leur mari seul avec des femmes ressemblant à Fiona. Mais Mariette ne fuyait pas. Elle exécutait la phase finale. Dans le salon des dames, elle s'enferma dans une cabine et sortit son téléphone. Ses mains étaient stables.
Elle ouvrit l'application de messagerie cryptée et tapa un seul mot à Diane. « Maintenant ». La réponse vint immédiatement « Déposé ». Le juge a signé l'ordonnance d'urgence il y a 10 minutes. Les comptes gèlent à minuit. Mariette vérifia sa montre. 23h47. 13 minutes. Elle ferma les yeux et se laissa envahir par la sensation. Pas du soulagement exactement, mais la satisfaction sombre d'un plan qui se concrétise. Chaque document photographié, chaque transaction tracée, chaque élément de preuve catalogué et déposé. Diane avait tout soumis au tribunal dans une requête d'urgence sous scellé, citant soupçons de blanchiment d'argent et détournement d'actifs matrimoniaux. D'ici lundi matin, Corwin se réveillerait pour découvrir qu'il ne pouvait plus accéder aux comptes d'exploitation principaux de Rook Enterprise, ne pouvait plus payer son équipe, ne pouvait plus déplacer d'argent, ne pouvait plus se cacher. Mariette sortit de la cabine et vérifia son reflet. Son maquillage était parfait. Son expression était calme. Elle ressemblait exactement à une femme qui avait tout sous contrôle. Elle retourna dans la salle de bal. Pas au salon VIP, où Corwin et Fiona avaient sans aucun doute une conversation tendue, mais dans la salle principale, où le maire prononçait un discours sur les programmes d'alphabétisation. Elle trouva sa table assignée et s'assit, saluant poliment les autres invités. 20 minutes plus tard, Corwin apparut à ses côtés, le visage contracté par une colère à peine contenue. « Nous partons », dit-il calmement. « Je reste », répondit Mariette sans le regarder. « Le programme n'est pas fini. »« Mariette, va t'occuper de ta vieille amie Corwin. Je suis sûr qu'elle a besoin qu'on la raccompagne. » Le renvoi était chirurgical. Plusieurs personnes à la table s'étaient point, prétendant ne pas écouter tout en étant suspendues à chaque mot. Corwin se pencha, sa voix tombant en un murmure dangereux. « Ne fais pas ça. » Mariette finit par le regarder. « Faire quoi? Rester pour écouter le discours du maire? Soutenir l'alphabétisation des enfants? Sois précis, Corwin. Que fais-je exactement qui t'inquiète? » Il n'avait aucune réponse qui ne l'incriminerait pas davantage. Après un long moment, il se redressa et s'éloigna, ses chaussures coûteuses claquant sur le sol en marbre, au rythme d'un homme dont le monde s'écroulait et qui ne le savait pas encore. Mariette se tourna de nouveau vers la scène et applaudit, alors que le maire terminait son discours. À minuit, chaque compte gela, et l'empire de Corwin commença à s'effondrer. Le téléphone de Corwin commença à vibrer à 6h37 du matin, puis de nouveau à 6h41. À 6h50, il n'avait pas cessé. Il se retourna dans son lit, seul. Mariette avait emmené Juliane chez sa mère après le gala. Il saisit le téléphone. 12 appels manqués, 23 SMS, tous provenant de son équipe, de ses directeurs, de ses avocats. Le premier message qu'il ouvrit venait de Luca, son directeur des opérations. « Boss, les paies ont été rejetées. Toutes. Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Corwin se redressa, de la glace envahissant ses veines. Il ouvrit son application bancaire et entra son mot de passe. L'écran se chargea, affichant ses comptes, tous marqués d'une bannière rouge. Accès restreint temporairement par décision de justice. Il essaya une autre banque. Même message, puis une autre. Chaque compte légitime qu'il contrôlait, chaque fonds opérationnel qui faisait tourner Rook Enterprise, chaque dollar qu'il avait passé des années à blanchir était verrouillé. Il appela son avocat, Gerald Moss, qui répondit à la première sonnerie, ayant l'air d'être réveillé depuis des heures. « Dis-moi que tu vois ça, » dit Corwin. « Je regarde le dossier en ce moment même. Ta femme a déposé une requête d'urgence samedi soir, alléguant une fraude financière et un détournement d'actifs matrimoniaux. Le juge a accordé un gel temporaire en attendant une audience complète. » Sur quel motif? Sur des motifs très bien documentés. La voix de Gérald était sombre. Corwin, elle a tout. Relevé bancaire, documents d'entreprise, transferts offshore. Elle prétend que tu as utilisé des actifs matrimoniaux pour financer une liaison extra-conjugale et des sociétés écrans. Le juge a trouvé suffisamment de preuves pour justifier une protection immédiate des actifs.
Corwin se leva et fit les 100 pas jusqu'à la fenêtre, l'esprit en ébullition. Combien de temps dure le gel? Jusqu'à l'audience. Ça pourrait être une semaine, ça pourrait être un mois, selon le rôle du tribunal. Mais ce n'est pas ton plus gros problème. Alors c'est quoi? Elle a également déposé un rapport d'activité suspecte auprès du FinCEN, le réseau de lutte contre la criminalité financière. Cela déclenche un examen fédéral. S'il trouve des preuves de blanchiment d'argent, on ne parle plus de divorce. On parle de confiscation civile des actifs. Les mots tombèrent comme un coup physique. Corwin savait ce que signifiait la confiscation civile. Le gouvernement n'avait pas besoin de vous condamner pour un crime pour prendre vos biens. Il leur suffisait de soupçonner que les actifs étaient liés à une activité illégale. Le fardeau de la preuve était inversé. C'était à vous de prouver que votre argent était propre, et non l'inverse. Et avec la documentation de Mariette, avec sa piste judiciaire montrant des fonds mélangés, des sociétés écrans et des comptes offshore finançant le train de vie d'une maîtresse, le gouvernement tenait un dossier clé en main. « Ils peuvent tout saisir ?» demanda Corwin. « Tout ce qu'ils peuvent targuer, être lié à une activité criminelle. La maison, les voitures, les comptes commerciaux. Ils déposent une plainte civile contre le bien lui-même. États-Unis contre Bentley Continental, un tiret 2023, ce genre de choses. Le bien n'a pas de droit. Il ne peut pas se défendre. » Le poing de Corwin se serra sur le téléphone. Mariette avait fait ça. Elle avait déclenché l'examen. Elle s'est protégée, corrigea Gérald. En signalant une fraude suspectée, elle établit son innocence. Elle coopère. C'est toi la cible. À 9 heures du matin, le téléphone de Corwin sonnait sans arrêt. Ces hommes ne pouvaient pas payer leur loyer. Les fournisseurs exigeaient le paiement de livraisons déjà effectuées. Le gérant du casino paniquait parce qu'il ne pouvait pas couvrir les réserves de liquidité de la salle. Chaque opération qui dépendait de la liquidité, c'est-à-dire toute, était en train de s'arrêter net. Pire encore, le mot se propageait. Dans leur monde, les problèmes financiers signifiaient une faiblesse, et la faiblesse attirait les prédateurs. Corwin essaya d'appeler Mariette 6 fois. Chaque appel aboutit sur sa messagerie vocale. Il envoya un SMS. « Nous devons parler. Maintenant. » Aucune réponse. Il se rendit en voiture à leur maison de Malibu et la trouva vide, à l'exception d'une note sur le comptoir de la cuisine, écrite de l'écriture précise de Mariette. « Toute communication doit passer par mon avocate, Diane Castillo. Son numéro est ci-dessous. » Corwin froissa la note et la projeta à travers la pièce. Il l'avait sous-estimée. Il l'avait traitée comme l'infrastructure de son empire, plutôt que comme l'architecte. Elle ne s'était pas contentée de découvrir sa trahison. Elle l'avait systématiquement documentée, utilisée comme une arme, et déployée avec une précision chirurgicale. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Fiona. « Je dois te parler. C'est important. » Corwin fixa le message, se souvenant d'elle debout dans cette robe cramoisie, souriant comme si elle appartenait à son monde. Elle exigeait d'être publique, menaçait son équilibre précaire, et maintenant tout s'effondrait. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il rappela Gérald. « Que dois-je faire pour débloquer les comptes? Donne à Mariette ce qu'elle veut, c'est-à-dire tout. » Fiona se présenta au bureau de Corwin dans le centre-ville à midi, sans rendez-vous, bousculant son assistante comme si l'endroit lui appartenait. Elle portait des lunettes de soleil de créateur et tenait un sac Birkin, tous deux achetés avec de l'argent qui ne coulait plus. « Nous devons parler, » annonça-t-elle en fermant la porte derrière elle. Corwin ne leva pas les yeux des rapports financiers éparpillés sur son bureau. Chaque page représentait une nouvelle blessure sanglante dans son empire. Des contrats qu'il ne pouvait pas honorer, des paiements qu'il ne pouvait pas effectuer, des partenariats qui se dissolvaient, parce que personne ne voulait être associé à un homme que les fédéraux encerclaient. « Ce n'est pas le moment, Fiona. Prends le temps. » Elle se laissa tomber dans le fauteuil face à lui et retira ses lunettes. Ses yeux étaient durs, calculateurs. « Mon chèque de loyer a été rejeté. Pareil pour le paiement de ma voiture. La carte de crédit que tu m'as donnée a été refusée chez Saks ce matin. Tu veux m'expliquer ça? Les comptes sont temporairement gelés. Problème juridique. » « Problème juridique ?»
La voix de Fiona monta d'un ton. « C'est comme ça que tu appelles ça? Ta femme vient de t'humilier devant la moitié de Los Angeles. Et maintenant, c'est moi qui ne peux plus payer mes factures. » Corwin finit par la regarder. « Tu t'es pointé à ce gala sans être invité. Tu t'es rendu visible alors que tout l'arrangement reposait sur la discrétion. J'en avais assez d'être caché. Et maintenant, tu es fauché. » Corwin se rassiste dans son fauteuil. Amusant de voir comment les choses tournent. L'expression de Fiona passa de l'indignation à quelque chose de plus froid. « J'ai 5 ans de SMS, Corwin. Des emails, des photos, des reçus montrant chaque dollar que tu as dépensé pour moi. Je pourrais porter ça à la presse. La maîtresse secrète d'un chef mafieux raconte tout. Je parie que TMZ paierait 6 chiffres pour cette histoire. » La menace flottait dans l'air entre eux comme des vapeurs d'essence attendant une étincelle. Corwin se leva lentement, sa voix tombant sur ce ton qui rendait les hommes adultes nerveux. « Tu crois être la première personne à essayer de faire pression sur moi? Tu crois que je suis arrivé là où je suis en pliant dès que quelqu'un agite un drapeau de chantage? Je ne te fais pas de chantage, je négocie. Non. » Corwin contourna le bureau jusqu'à se trouver directement devant elle. « Tu paniques parce que l'argent s'est arrêté et tu réalises que tu n'as rien sans lui. Pas de carrière, pas de revenus, pas de compétences au-delà de dépenser ce que les autres gagnent. Tu as 34 ans, tu vis dans un penthouse que tu ne peux pas te payer. Tu conduis une voiture qui ne t'appartient pas. Tu portes des vêtements qui seront saisis dès que la société de location t'aura rattrapé. » Fiona se leva, le visage empourpré. « Je t'ai donné 5 ans. J'ai payé pour 5 ans. Il y a une différence. » Les mots tombèrent comme une gifle. Les yeux de Fiona brillaient, mais Corwin ne pouvait pas dire si les larmes étaient réelles ou tactiques. Il avait cessé d'être capable de faire la distinction depuis des mois. « Alors c'est tout ?» dit-elle. « Je suis juste jetable. » « Tu t'es rendue coûteuse, Fiona, et je n'ai pas d'argent coûteux en ce moment. » Elle saisit son sac, ses mains tremblantes. « Tu vas le regretter. Je le regrette déjà, mais pas pour les raisons que tu crois. » Fiona s'élança vers la porte, puis se retourna. « J'appelle le Times. J'appelle tout le monde. Demain, la ville entière saura exactement quel genre d'homme tu es. » « Ils savent déjà quel genre d'homme je suis, » dit Corwin calmement. « C'est pour ça qu'ils ont peur de moi. Mais toi, tu n'es qu'une autre femme qui a confondu une transaction avec une relation. Vas-y, appelle la presse. Vois combien ils paient pour l'histoire d'une maîtresse qui s'est fait larguer quand l'argent s'est tari. Alerte divulgachi, ce n'est pas 6 chiffres. » Fiona partit sans un mot de plus, la porte claquant derrière elle. Corwin retourna à son bureau et se servit un verre. Son téléphone vibra, une alerte info. Il l'ouvrit et sentit son estomac se nouer. Le titre, « La mondaine Fiona Blake revendique une liaison de 5 ans avec l'éminent promoteur californien Corwin Rook. » Elle avait déjà passé l'appel, probablement depuis l'ascenseur. L'article était pauvre en détails, mais lourd en sous-entendus. Des photographies de Fiona à divers événements, toujours à l'arrière-plan, toujours vêtue de manière coûteuse. Une citation d'une source anonyme. Tout le monde dans leur cercle savait. Sa femme était la seule à faire semblant de ne pas savoir. Corwin posa son téléphone et fixa l'horizon de Los Angeles. En 24 heures, il avait perdu l'accès à son argent. La loyauté de son équipe se fracturait. Et maintenant, sa liaison faisait la une des journaux. Et à travers tout cela, Mariette n'avait pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà dit tout ce qui importait par des dépôts au tribunal, des comptes gelés et un silence plus dévastateur que n'importe quelle confrontation n'aurait pu l'être. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Gérald. « Le juge a fixé l'audience à vendredi. Je vous recommande vivement de conclure un accord avant. » Corwin ferma les yeux. Il était en train de tout perdre. Et la femme qu'il avait trahie n'avait même pas élevé la voix. La salle de conférence de médiation était d'une neutralité agressive. Murs beige, peinture de paysages génériques, une longue table avec des carafes d'eau que personne ne touchait. Mariette était assise d'un côté avec Diane à ses côtés. Un seul dossier de manille reposait sur la table devant elle. Corwin était assis en face avec Gérald, son avocat, qui avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans la semaine passée.
Les yeux de Corwin étaient fixés sur Mariette. Elle avait l'air différente. Cheveux tirés en arrière, maquillage minimal, portant un tailleur bleu marine ajusté, qui respirait le professionnalisme plutôt que l'épouse. Elle n'avait pas l'air blessée ou en colère. Elle ressemblait à quelqu'un effectuant une transaction commerciale. « Finissons-en », dit Corwin, sa voix portant cette assurance d'homme habitué à contrôler les pièces. « Qu'est-ce que tu veux ?» Diane commença à parler, mais Mariette leva doucement la main. « Je m'en occupe. » Elle ouvrit le dossier de manille et fit glisser un document de l'autre côté de la table. Corwin y jeta un œil. Une proposition d'accord de règlement. Ses yeux parcoururent les termes et sa mâchoire se crispa. « Tu prends la maison de Malibu, la propriété de Newport, 60% des actifs liquides et la garde exclusive de Julian ?» Il leva les yeux, sa voix montant d'un ton. « Tu crois que je vais accepter ça ?»« Oui, » répondit Mariette simplement. « Tu as perdu la tête. J'ai bâti cet empire avec mes systèmes. » Mariette l'interrompit, son ton toujours calme. « Chaque structure commerciale légitime, chaque compte propre, chaque entité corporative qui te permet d'opérer sans un examen fédéral immédiat. C'est moi qui les ai conçus. Tu as bâti un empire. Je l'ai rendu légal. » Corwin se pencha en avant, tentant de s'imposer malgré sa position assise. « Tu crois qu'un juge va te donner 60% ? La Californie, c'est 50-50, Mariette. Communauté de biens. Tu le sais. » « Je le sais, » acquiesça Mariette. « C'est pourquoi je ne compte pas sur le sens de l'équité d'un juge. » Elle sortit un deuxième élément du dossier. Un grand livre relié en cuir, usé sur les bords. Le genre que Corwin gardait pour les transactions qu'il ne voulait jamais voir numérisées. Son grand livre, celui qui aurait dû être enfermé dans son coffre-fort. Le visage de Corwin devint livide. « Où as-tu eu ça ?»« Dans ton coffre, il y a des mois. » Mariette l'ouvrit à une page au hasard, révélant l'écriture de Corwin. Dates, montants, noms, des notes écrites dans son sténogramme distinctif. C'est très détaillé, Corwin, presque compulsif, vraiment. Chaque paiement à Fiona, chaque pot de vin aux officiels du port, chaque transaction en espèces avec tes fournisseurs. Certaines personnes pourraient appeler ça des preuves de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, de racket. Gerald s'agita inconfortablement. « Mariette, si vous menacez de remettre des preuves aux autorités fédérales, »« Je ne menace de rien, » dit Mariette. « J'explique ce qu'est un levier. » Elle ferma le grand livre et garda la main dessus. Le geste était possessif. L'effet de levier dans une négociation signifie comprendre ce que chaque partie valorise le plus et ce qu'elle est prête à échanger pour l'obtenir. Tu valorises le fait de rester hors de prison, Corwin. Je valorise ma liberté et l'avenir de mon fils. Ses intérêts peuvent s'aligner. La voix de Corwin était basse, dangereuse. Tu me dénoncerais? Ton mari? Le père de ton enfant? Tu as cessé d'être mon mari quand tu as passé 5 ans à me mentir. Et Julian mérite un père qui n'est pas dans une prison fédérale. L'expression de Mariette ne changea pas. Voici donc le marché. Tu signes le règlement tel qu'il est écrit. J'obtiens les actifs propres, les propriétés qui ont été achetées avec des revenus légaux documentés et la garde principale. Toi, tu gardes les comptes offshore, les sociétés écrans, tout l'argent liquide que tu as caché dans des endroits que je n'ai pas encore trouvés. Et ce grand livre reste avec moi, enfermé, jamais vu par les autorités fédérales. C'est du chantage. C'est une négociation, corrigea Diane. Votre client a 2 choix. Signer le règlement et repartir libre. Ou refuser et regarder sa femme coopérer pleinement avec les enquêteurs fédéraux qui aimeraient beaucoup monter un dossier RICO. Corwin fixa Mariette. Après tout ce que je t'ai donné, tout ce que tu m'as donné, la voix de Mariette montra enfin de l'émotion. Pas de la colère, mais quelque chose de plus froid. Tu m'as donné des mensonges, Corwin. Tu m'as donné 5 ans de sourire lors de dîners mondains, pendant que tu finançais le train de vie d'une autre femme avec l'argent que nous gagnions ensemble. Tu m'as donné l'anxiété constante de me demander quand tes activités criminelles retomberaient sur notre fils. Tu ne m'as donné exactement rien de ce que je voulais. Elle poussa l'accord de règlement plus près de lui. C'est moi qui reprends ce que j'ai bâti. L'argent propre, les propriétés légitimes,
La vie que je peux expliquer à un juge, à un auditeur ou à un agent fédéral. Tu peux avoir tout le reste, les ombres, les jeux d'écran, les comptes offshore. Reste simplement loin de moi et de Julian. Que feriez-vous si quelqu'un utilisait votre propre expertise contre vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Corwin regarda Gerald, qui fit un signe de tête presque imperceptible. L'avocat avait manifestement déjà fait ses calculs et réalisé que c'était le meilleur résultat que son client puisse espérer. « Il y a une dernière chose, » dit Mariette. Elle sortit un autre document. Un contrat post-nuptial que j'ai rédigé il y a 2 ans, après avoir découvert ta première anomalie. Tu l'as signé ivre après un dîner d'affaires. Tu t'en souviens? Les yeux de Corwin s'écarquillèrent. Il ne s'en souvenait pas. Mariette avait planifié cela depuis plus longtemps qu'il ne l'avait réalisé. Il stipule qu'en cas d'infidélité impliquant une tromperie financière, tous les actifs matrimoniaux propres me reviennent. Un juge l'entérinera car il est notarié, attesté par des témoins, et tu l'as signé volontairement. Donc, même sans le grand livre, je gagne. Le grand livre détermine simplement si tu seras libre ou incarcéré quand cela arrivera. La salle tomba dans le silence, à l'exception du ronronnement de la climatisation. Finalement, Corwin saisit le stylo. Sa main trembla légèrement lorsqu'il signa son nom sur chaque page, paraphant les marges, reconnaissant les termes. Lorsqu'il eut fini, il repoussa le document de l'autre côté de la table. « J'espère que tu es heureuse, » dit-il amèrement. Mariette se leva, rassemblant ses papiers. « Je ne suis pas heureuse, Corwin. Je suis libre. Il y a une différence. » Elle sortit de la salle de conférence sans regarder en arrière, Diane la suivant de près. Corwin resta assis seul avec Gerald, fixant la chaise vide où sa femme s'était tenue. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Gerald ferma sa mallette. « Maintenant, vous reconstruisez. Et vous priez pour qu'elle tienne parole concernant ce grand livre. » Corwin quitta le bâtiment et s'assit dans sa voiture, regardant Mariette s'éloigner dans un véhicule qui lui appartenait désormais pleinement. Il avait perdu. Complètement. Le nouvel appartement de Corwin était un penthouse à Century City. Toujours coûteux, toujours impressionnant selon la plupart des critères, mais on s'y sentait comme dans une chambre d'hôtel par rapport au domaine de Malibu. Les murs étaient blancs et nus. Il n'avait pas pris la peine d'y mettre des œuvres d'art ou des touches personnelles. Tout semblait temporaire, comme s'il attendait que sa vraie vie reprenne. Mais sa vraie vie était finie. Les papiers du divorce avaient été finalisés il y a 3 jours. Mariette avait obtenu la maison de Malibu, la propriété de Newport Beach et 60% des actifs liquides restants après la levée du gel. Julian vivait avec elle à plein temps, et Corwin avait des droits de visite supervisés un week-end sur 2. Une humiliation qu'il n'avait jamais imaginé vivre. Son équipe s'était stabilisée, à grand-peine. L'enquête fédérale suivait son cours, mais avançait lentement, et sans le témoignage de Mariette, ils avaient des soupçons mais des preuves limitées. Elle avait tenu parole concernant le grand livre. Jusqu'à présent, Fiona avait vendu son histoire à 3 tabloïds différents, chacun peignant Corwin comme un prédateur manipulateur et elle-même comme une victime. Le récit était absurde. Elle avait été une participante volontaire qui avait vécu dans le luxe pendant 5 ans, mais l'opinion publique ne se souciait pas de la nuance. Sa réputation, déjà sombre, était devenue toxique. Mais rien de tout cela ne faisait aussi mal que le silence. Mariette ne l'avait pas contacté une seule fois depuis la médiation. Pas pour jubiler, pas pour négocier des détails finaux, pas même pour discuter de l'emploi du temps de Julian. Tout passait par les avocats ou par des SMS, brefs et cliniques qui ressemblaient à des emails d'entreprise. Il avait essayé de l'appeler 2 fois. Les 2 fois, elle l'avait laissé tomber sur sa messagerie et avait répondu par SMS « Veuillez passer par nos avocats pour toute communication ». Corwin se tenait sur son balcon, sirotant un whisky et fixant l'horizon de Los Angeles. Quelque part là-bas, Mariette vivait dans le penthouse qu'elle avait acheté à West Hollywood, payé entièrement avec son propre argent. De l'argent qu'elle avait soigneusement séparé du sien des mois avant même qu'il ne sache qu'elle prévoyait de partir.
Il l'avait sous-estimée de toutes les manières possibles. Cette pensée le rongeait depuis 2 semaines. Il s'était convaincu qu'elle se contentait de jouer l'épouse dévouée, gérant ses comptes, élevant leur fils, vivant dans la cage dorée qu'il avait bâtie pour elle. Il n'avait jamais envisagé qu'elle soit plus intelligente que lui, plus patiente, plus stratégique. Elle l'avait battue en utilisant son propre manuel, surveillance, documentation, levier, et plus dévastateur encore, silence. À 22h30, Corwin prit une décision qu'il savait être probablement une erreur. Il prit ses clés et traversa la ville jusqu'à l'immeuble de Mariette. Il n'avait pas de plan, pas de discours préparé. Il avait juste besoin de la voir, de s'excuser, de lui communiquer d'une manière ou d'une autre qu'il comprenait ce qu'il avait perdu et qu'il était prêt à tout pour réparer les choses. L'immeuble était moderne, de verre et d'acier, le genre d'endroit qui nécessitait une carte d'accès pour l'ascenseur. Corwin se gara de l'autre côté de la rue et leva les yeux vers le dernier étage, où il savait que le penthouse de Mariette se trouvait. Les lumières étaient allumées. Elle était là. Il s'assit dans sa voiture, rassemblant son courage, essayant de trouver quel mot pourrait bien combler le gouffre qu'il avait créé. C'est alors qu'il la vit. Mariette sortit sur le balcon avec un verre de vin, vêtue de vêtements décontractés, un jean et un pull doux qui la faisaient paraître plus jeune, plus détendue qu'il ne l'avait vue depuis des années. Ses cheveux étaient lâchés, tombant en vagues sur ses épaules. Elle contemplait la ville, un léger sourire aux lèvres. Puis, un homme sortit derrière elle. Les mains de Corwin se serrèrent sur le volant. L'homme était grand, soigné, portant un pantalon kaki et une chemise boutonnée. Pas de tatouage visible, pas de danger apparent. Il avait l'air d'un médecin, d'un avocat ou d'un professeur. Quelqu'un qui n'avait jamais passé une journée dans le monde de Corwin. Quelqu'un de sûr. L'homme tendit quelque chose à Mariette. Un téléphone, peut-être, et dit quelque chose qui la fit rire. Pas un rire social poli. Un vrai rire. Le genre qui vient d'un amusement sincère. Le genre que Corwin réalisa soudain ne plus avoir entendu de sa part depuis des années. Peut-être jamais. L'homme passa un bras autour de la taille de Mariette et l'attira contre lui. Elle se tourna vers lui, souriant toujours, et il l'embrassa. Pas avec urgence, pas de manière possessive, juste avec affection, comme quelqu'un qui avait tout à fait le droit d'être là, qui n'avait pas à voler des moments ou à cacher quoi que ce soit. Mariette lui rendit son baiser, sa main libre venant se poser contre son torse. Corwin ne pouvait plus respirer. Il s'était attendu à des larmes, s'était attendu à la trouver seule et en difficulté. Il s'était imaginé arriver en sauveur pour tout réparer, pour lui rappeler ce qu'ils avaient reconstruit ensemble, pour la convaincre qu'il avait changé. Elle n'était pas seule, elle n'était pas en difficulté, elle était heureuse. L'homme dit encore quelque chose, et Mariette rit à nouveau. Ce même son authentique. Elle paraissait plus légère, libérée, comme si elle avait porté un poids pendant des années et l'avait enfin déposé. Corwin démarra sa voiture et s'éloigna du trottoir, les mains tremblantes. Il avait tout perdu ce qui comptait. Sa femme, le respect de son fils, sa réputation, la stabilité de son empire. Mais en regardant Mariette rire sur ce balcon avec un autre homme, il réalisa qu'il avait perdu quelque chose d'autre de bien plus fondamental. Il avait perdu sa place dans sa vie, pas seulement en tant que mari, mais en tant que possibilité. Elle était passée à autre chose complètement, avait déjà reconstruit sans lui, avait trouvé quelqu'un qui la faisait sourire comme il ne l'avait jamais fait. Pensez-vous que Corwin méritait une seconde chance? Donnez-nous votre avis en commentaire. Corwin conduisit à travers les rues désertes de Los Angeles, une ville qui ressemblait autrefois à son royaume et qui semblait maintenant être le témoin de son échec. Il avait payé le prix ultime. Pas son argent, pas son pouvoir, pas même sa liberté. Il avait payé avec la seule chose qui ait jamais vraiment compté, la femme qu'il avait aimée avant d'apprendre à ne plus le faire. Et il n'y avait plus de négociation possible,
Plus de levier. Aucune stratégie ne pouvait regagner cela. Elle était partie. Et il était seul avec l'empire qu'il avait choisi de privilégier par rapport à elle. Réalisant trop tard que les empires s'écroulent, mais que l'amour, le vrai, aurait pu durer éternellement. Si seulement il l'avait estimé à sa juste valeur, quand il le possédait encore. Si vous croyez que la loyauté et le respect comptent plus que le pouvoir et l'argent, cliquez sur le bouton s'abonner. Seuls les gens comme Corwin et Fiona pensent que la trahison doit rester impunie. Si vous soutenez ceux qui se défendent lorsqu'ils ont été lésés, rejoignez cette communauté. Commentez Mariette 1 ci-dessous si vous êtes du bon côté de cette histoire.